Ségolène Royal est l'invitée du premier Preuve par 3 de l'entre-deux tours sur Public Sénat. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes fortement engagée dans cette campagne, 5 ans après la précédente, mais comme candidate, on s'en souvient, vos conseils donc pour aborder le débat télévisé face à Nicolas Sarkozy seront certainement utiles à François Hollande. Christine Pouget de l'agence France Presse vous interrogera notamment sur cette question dans un instant. Et puis ce sera le tour de Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et les téléspectateurs peuvent réagir en direct à cette émission, Ségolène Royal. Ils peuvent même vous poser des questions grâce à l'application TV Check de notre partenaire Orange. Participative. Voilà, c'est une émission participative, interactive. Formidable. On va d'abord parler ensemble de la chasse aux électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou. On ne les oublie pas, ceux-là non plus. Nicolas Sarkozy a déclaré que la présidente du Front National est compatible avec la République. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cela? D'abord, si vous le permettez, le mot chasse ne me paraît pas tout à fait opportun. Car notre préoccupation et la préoccupation du candidat socialiste de François Hollande, c'est de répondre aux problèmes des gens. Donc les gens se sont exprimés au cours de ce premier tour. Et comme dans toute démocratie, il est légitime de regarder les votes et de répondre en rassemblant le plus grand nombre possible de Français. En séduisant donc les électeurs du premier tour, du Front National et du Modem. En les convainquant, bien sûr. En leur disant que, au fond, s'il faut choisir entre la peur et l'espoir, il faut choisir l'espoir. D'accord. Alors vous allez nous dire quelles sont vos solutions, mais sur le jugement qui a été apporté par le président candidat sur la présidente, qu'il la trouve donc, c'est vrai qu'elle a été présidente à l'élection, qu'il la trouve compatible avec la République. Vous diriez la même chose? Non, je ne dirais pas la même chose, parce que je crois qu'il faut rester extrêmement ferme et clair sur les valeurs républicaines. En revanche, je considère qu'elle n'est pas propriétaire des voix qui se sont portées sur elle. Pourquoi? Parce que dans ces électeurs qui se sont portés sur elle, il y a des électeurs qui ont été cruellement trahis par Nicolas Sarkozy, notamment lorsqu'il a parlé de la valeur travail, et qu'il a fait tout le contraire, puisque ce sont finalement 5 années au profit du capital qui se sont développées. Et parmi ces électeurs, il y en a aussi venus de la gauche, d'ailleurs François Hollande le dit. J'allais venir, et il y a une partie des électeurs qui sont venus de la gauche, parce que ce sont des électeurs qui ont le sentiment de dévisser. C'est-à-dire qui subissent la crise économique de plein fouet, la précarité, les insécurités de toutes sortes, et ceux-là ont exprimé leur désarroi, leur détresse, et c'est cela que nous devons entendre. Et aujourd'hui, selon vous, comment la gauche pourrait leur manifester plus de considération, sachant que Nicolas Sarkozy annonce bien des mesures spécifiques pour eux? Il est trop tard pour annoncer des mesures spécifiques comme ça à 3 jours d'une élection. Ces électeurs en détresse, nous en avons tenu compte, nous les avons écoutés. Donc il nous appartient maintenant de montrer en quoi le projet de François Hollande répond à ces préoccupations. Par exemple, sur l'insécurité concernant la peur devant la hausse des prix. Il y aura le blocage immédiat du prix de l'essence. Pour quelque temps? Pour 3 mois, mais le temps de mettre à plat la question de la constitution des marges permettra ensuite de baisser le prix de l'essence. Sur ceux aussi qui ont peur du lendemain par rapport à l'éducation de leurs enfants, par rapport au chômage des jeunes, on sait que c'est au cœur du projet de François Hollande, puisque nous allons redonner à l'éducation les moyens de fonctionner. Et lorsqu'on écoute beaucoup de parents, notamment de mères seules, beaucoup de femmes qui sont allées plus nombreuses vers le vote du Front National, parmi ces femmes, beaucoup de femmes petites retraitées qui basculent aujourd'hui dans la misère parce qu'avec la hausse des prix et du coût de la vie, la hausse du coût aussi d'accès à la santé, ces femmes qui ont des retraites très faibles se retrouvent en train de basculer dans la pauvreté et dans la précarité. Il y a d'autres raisons, vous savez, Ségolène Royal, à ce vote Front National, notamment un ras-le-bol devant l'immigration. Ces invisibles, comme on les appelle aujourd'hui, estiment qu'ils ne sont plus chez eux, vous l'entendez, hein? Est-ce que c'est un dossier délicat pour la gauche que l'immigration? D'abord, là aussi, c'est une promesse trahie de la part de M. Sarkozy, qui avait promis notamment aux quartiers populaires de maîtriser les flux migratoires clandestins et de maîtriser les questions d'insécurité dans les quartiers. Est-ce que Rien n'a été fait. Crédible en matière de fermeté? Non seulement la gauche est crédible, mais la gauche est volontaire.
Et la gauche a la volonté de réussir le droit à la sécurité pour tous. Et la gauche a la volonté de négocier avec les pays d'origine la maîtrise des migrations, de la misère. Et la gauche juste a la volonté aussi de résoudre la question des migrations de la misère en posant sur la table les questions du co-développement et de l'utilisation des fonds donnés au développement des pays les plus pauvres. Donc nous avons des solutions aussi par rapport à ce problème. Ce soir qu'il n'y aura pas de régularisation massive. Il n'y aura pas de régularisation. Au cas par cas, mais ça ne fixe pas de limite. Il n'y aura pas de régularisation massive. Il y aura la protection des quartiers qui subissent les migrations de la misère. Et il y aura, je le répète, une prévention des migrations de la misère par des accords avec les pays d'origine et par un travail sur le co-développement. Alors vous savez que Nicolas Sarkozy va agiter, il a commencé différents chiffons rouges, notamment celui des régularisations, et il y a également celui du droit de vote des étrangers aux élections locales. Pour vous, ça n'est pas une priorité. François Hollande a dit, lui, aujourd'hui, que ça faisait partie de ses 60 propositions, et que donc ce droit de vote sera bien accordé durant le quinquennat. Est-ce que ça vous chagrine ? Pas du tout, puisqu'il a réaffirmé que ce ne serait pas la première mesure qu'il prendrait. Pas la première. Mais écoutez, à écouter la droite, à écouter l'UMP, on avait l'impression que finalement la seule réforme qu'allait faire le futur président de la République serait immédiatement de donner le droit de vote. Ils avaient un mot d'ordre le soir du premier tour. Vous avez vu sur les plateaux de télévision, c'était, mon Dieu, vous allez donner le droit de vote et régulariser massivement. Et ça va continuer, c'est un épouvantail. Et vous savez que les électeurs du Front National, ils sont sensible et peut-être hostile. Vous venez de le dire, c'est un épouvantail. Eh bien, on ne fait pas de la politique sérieusement avec des épouvantails. Et il était absolument crucial de stopper cette espèce de matraquage médiatique de l'UMP. Ce que j'ai fait en disant que le droit de vote aux étrangers, je le répète, c'est dans le projet de notre candidat. Vous êtes pour, vous, personnellement? C'est dans le projet de notre candidat. Oui, c'est dans votre projet, mais vous, personnellement? Moi, personnellement, je pense qu'il faut que le contexte s'y prête. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que c'est dans le projet. Mais c'est conforme à ce que vient de dire François Hollande. Il a dit là d'ailleurs les priorités de sa première année de mandat. Ses priorités, c'est une autre façon de présider et de gouverner, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français et d'améliorer leur vie quotidienne. Et c'est d'abord de cette façon-là que l'on s'adresse. Il faut un certain contexte pour accorder le droit de vote. C'est ce qu'il a dit, ça se fera dans le cours du quinquennat puisque ça fait partie de ses priorités. Apaisée, il faut que ce soit accepté par l'opinion. Une société où il y a moins de chômage, surtout moins de précarité, une société apaisée et un débat consensuel. Bon, ça viendrait plutôt en fin de quinquennat, alors une fois les objectifs atteints. Et d'ailleurs, quand on reprend les déclarations, même les déclarations de Nicolas Sarkozy sur le droit de vote des étrangers, souvenez-vous, il y a très peu de temps, il a lui-même soutenu cette idée-là. C'est vrai. Il a évolué sur le sujet. Il a évolué, puis réévolué, puis donc on ne sait plus trop. Mais lui aussi évoque aujourd'hui un contexte qui n'est pas favorable. Vous dites un peu la même chose, le contexte n'est pas favorable. Alors qu'il cesse donc de caricaturer nos positions et de dire que c'est la seule réforme que nous allons faire. Maintenant, les choses sont claires. Alors, pour séduire, je ne vais pas parler de chasse ni même de pêche aux électeurs du Front National, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy met en avant à nouveau la valeur travail, mais il parle du vrai travail, qui l'oppose à l'assistanat. Et j'ai envie de dire, vous aussi, vous vous opposez à l'assistanat, non, si je me souviens bien? Oui. Oui, et vous nous opposons à l'assistanat. C'est légitime que l'on fasse la différence entre le vrai travail et l'assistanat, qui irrite, on le sait, une bonne partie des couches populaires, qui peut donner sa voix au Front National. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il nous raconte cette histoire, puisqu'en 2007, déjà, il nous avait promis la défense de la valeur travail, de travailler plus pour gagner plus. Et je crois que les Français ne vont pas se faire avoir une seconde fois. Car que s'est-il passé pendant 5 ans? Il a été non seulement le président, pas du vrai travail, il a été le président du capital et il a été le président du vrai chômage, puisque nous avons 1000 chômeurs de plus par jour. Et donc la question de la valeur travail, elle est au cœur du projet de notre candidat, elle est au cœur du pacte présidentiel aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de réformer le système bancaire pour que le système bancaire se mette au service du développement des petites et moyennes entreprises, ce qui n'a pas été fait, et pour que, lorsque les banques seront renflouées par l'État, que l'État rentre au capital des banques. Donc la défense du travail, elle se fait
en donnant aux entreprises les moyens de se développer et de créer des emplois. Je vous écoute, je vous interroge sur le Front National. Vous faites un réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que vous estimez qu'il est en partie responsable de la percée de Marine Le Pen? Bien sûr, puisqu'il est responsable de la montée des insécurités dans tous les domaines, que ce soit l'insécurité physique au quotidien et dans les quartiers. Regardez le nombre de gens qui ont dit on vote Front National parce que sur le trottoir de notre immeuble, dans notre hall d'immeuble, maintenant on fait des trafics de drogue sans que la police n'ait aujourd'hui les moyens d'intervenir. Attendez, en 2002, ça fait combien d'années? Nous sommes en 2012. Premier ministre, il a été éliminé du premier tour par le Front National. On n'a pas dit que c'était sa faute. Et en 2007, le Front National a été contenu à 10%. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on a su leur parler, aussi en 2007, avec l'ordre juste, avec les questions de repères, avec la lutte pour la sécurité, et que ces préoccupations-là ont été intégrées ensuite par les socialistes et sont intégrées aujourd'hui dans le projet de François Hollande, avec la question de la sécurité que les socialistes vont prendre à bras le corps. Parce que ce sont les plus précaires, les plus pauvres, qui sont les victimes, les premières victimes de l'insécurité. Sur les électeurs centristes, vous ne les oubliez pas, François Bayrou, pour qui devrait-il appeler à voter, selon toute logique, selon vous? On attend sa prise de responsabilité, a-t-il dit. Vous avez raison. Je prendrai mes responsabilités. On attend sa prise de responsabilité. Eh bien, je crois qu'il devrait déjà l'avoir prise, sa responsabilité. Donc il attend le débat. Je pense qu'il ne dira rien, comme d'habitude, et donc, là aussi, il n'est pas propriétaire de ses voix. Et moi, je voudrais dire aux centristes humanistes, avec lesquels, d'ailleurs, je dirige la région, qui va des syndicalistes jusqu'aux centristes humanistes. Je voudrais leur dire à tous ceux-là qu'ils ont vu pendant 5 ans les valeurs financières être mises devant les valeurs humaines, et que ceux qui veulent que l'on remette les choses à l'endroit, c'est-à-dire les valeurs humaines d'abord, la lutte contre la dette aussi, la répartition équitable des efforts à faire, eh bien tout cela doivent rejoindre notre candidat. Est-ce que le MoDem doit rejoindre éventuellement demain la majorité présidentielle autour de François Hollande? Ça, c'est une question. Tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Mais François Hollande a dit qu'il ne pratiquerait pas l'ouverture. Non, mais il a dit aussi qu'il n'empêcherait pas tous ceux qui veulent nous rejoindre de nous rejoindre. Oui, pour apporter leur suffrage. Apporter leur suffrage. Dans le cadre d'une majorité, d'un gouvernement, vous imaginez un ministre venu? Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu. Ce n'est pas le programme du jour. Tous ceux qui veulent venir, y compris dans les dynamiques parlementaires, seront les bienvenus. Il y a un grand débat autour du Front républicain à l'UMP. Certains membres du camp majoritaire s'inquiètent de la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous, par exemple, si aux législatives, vous deviez choisir entre un candidat Front National et un candidat UMP, que faites-vous? Mais nous l'avons fait, nous. Nous n'avons eu aucune hésitation. Souvenez-vous de l'élection de Jacques Chirac. Donc nous n'avons là-dessus aucune hésitation. Vous votez Et je vois qu'à droite, il y a en effet la propre porte-parole de Nicolas Sarkozy, elle-même a dit qu'elle préférerait un candidat socialiste par rapport à cette droitisation. Donc je pense qu'il y a une espèce de sauve-qui-peut là de la part de M. Sarkozy. Il est allé trop loin finalement dans la récupération des thèses du Front National et aujourd'hui il a du mal à s'en sortir. Et donc il va jusqu'au bout de cette logique de façon un peu désespérée. Christine Pouget de l'agence France-Presse va nous rejoindre. Mais d'abord, on va évoquer ce qui va se passer le 2 mai à la télévision. Donc le débat, la confrontation des deux finalistes. Et vous êtes passé par là, on s'en souvient, face à Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas été si offensif, en tout cas pas agressif. Mais il se définit aujourd'hui comme un boxeur sûr d'exploser son rival. Alors souvenir et leçon pour 2012 d'un exercice qui n'aurait pas l'importance que l'on dit pour influencer le vote. Sandra Cerqueira. Adversaires depuis 25 ans, les deux hommes se sont retrouvés 4 fois sur des plateaux télé et ils ne se sont jamais ménagés. Je ne veux pas être désagréable, c'est du blabla. On s'enivre d'un mot. Non, mais parce que ce genre de formule, je crois, si ça vous gêne. C'est toujours pareil avec vous, il est gentil au début, puis après ça tourne mal. Un avant-goût de débat présidentiel comme prémonitoire. La rencontre du 2 mai prochain s'annonce prometteuse, tant elle crée la polémique. Le PS s'obstine à ne vouloir qu'un débat, alors que l'UMP en réclame 3. Déjà en 1981, Valéry Giscard d'Estaing veut 2 face-à-face. Pour obliger François Mitterrand à sortir du flou, la stratégie n'est pas nouvelle. Est-ce qu'il a peur de cette confrontation des projets, des idées, des personnes? Ça fait des semaines qu'il pratique l'art de l'esquive.
c'est pas 3 débats le problème. Le problème, c'est 5 années qui viennent de se dérouler et qui ont été un échec de la présidence du candidat sortant. En 2007, Ségolène Royal a tenté de mettre son adversaire sous pression pour le pousser à la faute. Lui a joué la carte de la sérénité, coûte que coûte. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement, je ne me calmerai pour être pas. président de la République, il faut être calme. Non, il y a des colères qui sont parfaitement saines. Mais en 2012, le candidat UMP n'est plus le favori. D'après son entourage, il ne se contentera pas de jouer la carte de la stature présidentielle. On le promet agressif, prêt à exploser son adversaire, prêt à le prendre à la gorge. A priori, le rapport de force lui est très défavorable et on sent bien qu'il va vouloir secouer son adversaire. Face à lui, François Hollande devrait garder son calme, répondre aux questions sans trop couper la parole. L'inverse de 2007. Le refus de plusieurs débats est d'ailleurs stratégique. Les socialistes espèrent contraindre Nicolas Sarkozy à lâcher ses coups. François Hollande est plutôt d'une nature, dans ce type d'intervention médiatique, où il est en phase défensive, comme on dit dans un match de football, et où il n'a qu'à attendre l'adversaire et éventuellement le tacler, le prendre en contre. Nouveau refus aujourd'hui de François Hollande. Il ne veut pas d'un débat sur les radios. Un refus de plus qui permet à l'UMP de l'accuser de fuir et à Nicolas Sarkozy de se mettre en position de challenger. Voilà, Ségolène Royal. Christine Pouget nous a rejoint. Christine, bonsoir. Votre question. Bonsoir. Alors justement, ce débat avec les radios, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que M. Hollande aurait dû accepter ce débat sur les radios avec le débat télévisé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que les règles ont été fixées et qu'il n'y a aucune raison là de s'agiter et de modifier les règles. En plus, M. Sarkozy, on l'entend depuis 5 ans, donc il ne peut pas prétendre n'avoir pas eu droit à la parole. Il y a ensuite de grandes émissions de télévision pour lesquelles les Français vont pouvoir comparer les deux candidats dans le même exercice. Et puis le débat de l'entre-deux tours tel qu'il est traditionnellement acté et installé dans la Ve République. Donc ça suffit pour vous? Oui, un débat, ça suffit. Il y a déjà eu tout le débat, finalement, de cette campagne présidentielle, débat par meeting interposé, toutes les interventions audiovisuelles. Les Français ont même dit qu'il y en avait eu trop. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut se concentrer sur ce moment symbolique fort de l'entre-deux tours. Et François Hollande a parfaitement raison de refuser comme ça le changement, un changement capricieux des règles du jeu. Alors, vous aviez débattu avec M. Sarkozy en 2007. Et quel adversaire était-il à ce moment-là? Quel débatteur était-il? Et est-ce qu'il a changé, à votre avis, de stratégie vis-à-vis de M. Hollande? En tout cas, il déclare lui-même avoir changé, puisqu'il déclare en utilisant des mots qui relèvent plus du vocabulaire sportif. Exploser, vous voulez dire, c'est ça? Par exemple, qu'il veut exploser. Oui, honnêtement, on est dans une campagne présidentielle. Les Français en ont assez, justement, d'être explosés. Ils l'ont déjà suffisamment été. Donc, je n'aurais qu'une chose peut-être à lui recommander, c'est justement de garder son calme. Parce qu'on a vu cet extrait où en effet je manifeste ma réprobation assez vivement, parce que déjà à ce moment-là, dans ce débat de la présidentielle, nous abordons la question des enfants handicapés à l'école, et déjà je vois que Nicolas Sarkozy ment et ne dit pas la vérité. Et quand j'utilise le mot de saine colère, on voit aujourd'hui dans quelle situation sont les Français. Moi, j'avais déjà vu, je voyais déjà une forme d'imposture dans ce qui était dit par rapport à ce qui allait être fait. Et la suite m'aura donné raison. Est-ce que vous trouvez que le ton de la campagne est plus dur qu'il y a 5 ans? Plus violent même, on peut utiliser le mot, je ne sais pas. Le ton de la campagne, c'est volontairement, par le fait même des porte-paroles de l'UMP, du président de la République lui-même, le candidat sortant, dégradé. On le voit dans la façon dont les propositions sont schématisées, sont même caricaturées. On le voit dans l'usage de ce type de vocabulaire, on le voit dans la façon dont notre candidat est traité parfois. Donc lui, il a la force de garder son calme, et je crois que c'est en gardant cette... C'est une force. C'est une force. Vous auriez un conseil à lui donner pour ce débat, justement, d'entre-deux tours? C'est de rester lui-même dans le cadre serein, vous voulez dire, dans le cadre de cette sérénité, de cette tranquillité, parce que c'est ce dont les Français ont besoin après avoir été beaucoup chahutés, beaucoup agités, beaucoup angoissés au cours de ces dernières années.
Et donc je pense que c'est de cela dont les Français ont envie aujourd'hui, c'est d'une personnalité calme, qui n'est pas agitée, qui dit la vérité et qui dit vraiment ce qu'il va faire. Et c'est là-dessus justement que Nicolas Sarkozy l'attend. Il estime qu'il y a du flou, donc des loups sur un certain nombre de questions, l'embauche des fonctionnaires ou bien les dissonances à gauche. Eh bien, le débat permettra de clarifier tout cela, mais Nicolas Sarkozy aura aussi à répondre de son bilan. Il ne pourra pas faire comme en 2007, où déjà il avait fait croire qu'il était le perdreau de l'année et qu'il n'avait pas assumé des responsabilités ministérielles alors que la droite est déjà au pouvoir depuis 5 ans. Là, ça lui sera difficile de ne pas assumer ses responsabilités, non seulement depuis 5 ans, mais aussi depuis 10 ans. Alors on dit toujours que le premier tour de la présidentielle détermine un peu le profil de Premier ministre. Et quel serait pour vous ce profil de Premier ministre? Écoutez, d'abord il faut gagner la présidentielle. Certes. Et ensuite, on va gagner, à répéter aujourd'hui dans l'Aisne. Je le pense aussi. Votre candidat, François Hollande, vous le pensez aussi? Je crois que la dynamique est là et qu'un débat de l'entre-deux tours vient conforter cette dynamique. Vous croyez que c'est déterminant, c'est un débat de l'entre-deux tours? C'est un moment symbolique fort, mais en général, il conforte les positions des uns et des autres. Et donc on peut envisager le profil pour Matignon. Alors je reviens à la question de Christine. D'ailleurs, c'est assez amusant à observer, c'est qu'en 2007, j'avais proposé 2 débats à Nicolas Sarkozy, qu'il a refusé à ce moment-là, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est lui qui en demande d'abord 2, maintenant 3. Donc c'est intéressant de voir le retournement. Alors, pour revenir au profil quand même, Madame Royal, quel serait ce profil? Je veux dire, maintenant que Mélenchon est assez bas, je veux dire, est-ce que le profil de Madame Aubry est un peu moins adapté peut-être? Il n'y a plus je veux dire, il y a moins de caution à donner à la gauche. Quel serait-il? Mais vous savez, la nomination d'un Premier ministre, c'est un moment d'abord très important de la vie de nos institutions et cela relève vraiment exclusivement de la compétence du Président de la République. Oui, mais vous pouvez juger le climat, vous pouvez juger le contexte politique, effectivement, le rapport des forces. Quel profil? Il trouvera un excellent Premier ministre, j'en suis certaine. Vous pensez un profil, une personnalité rassembleuse? Ce sera une personnalité rassembleuse. Ça, c'est important. Voilà. Socialiste, rassembleuse. Comme sont tous les socialistes maintenant, puisque tous les socialistes se sont rassemblés. Alors. Et vis-à-vis de François Bayrou, qui a donc obtenu 9-13 des voix dimanche, quelle devrait être la stratégie en fait de François Hollande? Vous aviez voulu le rencontrer dans l'entre-deux tours en 2007. Oui, il était beaucoup plus haut. Voilà, la donne était différente. Il avait 18,5, je crois. Oui. Il était très courtisé à ce moment-là. Quelle pourrait être quand même, parce qu'il a besoin malgré tout, François Hollande, de ses voix centristes. Quelle pourrait être sa stratégie? La stratégie, c'est une stratégie de rassemblement de tous ceux qui veulent le changement. Or, il est clair dans le contenu de la campagne de François Bayrou qu'il a violemment attaqué le bilan et l'action et le style de Nicolas Sarkozy, qu'il a vivement rappelé quels étaient les fondamentaux de la République, notamment la République impartiale, la République morale, qu'il a remis en avant la question de la dette publique, c'est aussi la priorité de François Hollande. Donc les électeurs centristes doivent se retrouver dans notre projet et dans nos valeurs. Et je le dis d'autant plus facilement que je dirige la région donc avec les centristes humanistes. Et vraiment, les centristes doivent se retrouver sur cette volonté de changement qui va remettre les hommes et les femmes au cœur du projet politique. Et qui va remettre les valeurs humaines en avant des valeurs financières. Et c'est pour cela que j'ai la conviction que tous ces hommes et ces femmes qui se situent au centre de l'échiquier politique ne se retrouvent pas non plus dans la surenchère le péniste aujourd'hui de M. Sarkozy. Est-ce que vous estimez, comme Benoît Hamon, qu'une grande partie des électeurs du Front National sont xénophobes? Non, je crois qu'on ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela, il suffit d'ailleurs d'entendre les électeurs. Et leur principale préoccupation, leur principale motivation, c'est vraiment le sentiment de dévisser et de ne plus avoir sa vie en main. Et de considérer que c'est une oligarchie financière aussi qui dirige le monde et qui dirige le pays. Et c'est une demande et une soif, au contraire, de politique et d'un État fort qui va remettre des règles du jeu, qui va remettre de la justice, qui va remettre de l'efficacité, qui va reprendre en main notre vie collective et qui va permettre à tout un chacun de reprendre sa vie en main.
Et ce n'est pas parce que certains électeurs qui se sont tournés vers ce vote contestataire subissent aujourd'hui également des flux migratoires non contrôlés, regardons les choses en face, qu'ils sont xénophobes ou racistes. Pas du tout. On a le droit de dire, d'évoquer, de formuler un certain nombre de problèmes sans être considéré comme raciste. Ça, ce n'est pas du tout ce qui correspond à l'état d'esprit de ces hommes et de ces femmes qui souffrent. Vous êtes souvent défini comme la porte-parole des sans-voix. Alors qu'est-ce que vous allez avoir comme rôle justement dans cet entre-deux-tours où justement il faut aller à la recherche de cette France invisible? Est-ce que vous allez avoir encore un rôle plus fort dans cette campagne d'entre-deux-tours? Je porte cette parole-là, ne serait-ce qu'en m'adressant à vous et dans cette, moi, je suis pas sans voix, dans cette non, en m'adressant à vous et donc grâce à vous, à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire ce travail de pédagogie, ce message politique de respect, cette volonté de donner de la visibilité aux invisibles, comme je l'ai dit, de porter la voix des sans-voix, montrer que dans le projet de notre candidat, il y a la prise en compte de ses préoccupations et que ce que nous voulons, c'est que l'espérance l'emporte sur la peur. Et pour cela, de donner des réponses concrètes à l'angoisse du lendemain. Mais vous allez vous déplacer, vous allez faire des meetings, vous allez aller faire du porte-à-porte, je veux dire, qui a prouvé son efficacité. Qu'est-ce que vous allez faire, justement? Ce qui est très important, d'abord, c'est d'utiliser tous les espaces médiatiques, d'expression, parce que là, je m'adresse à beaucoup de Français, donc ce que je vais faire au cours des jours qui viennent. Et puis, bien évidemment, me rendre dans certains quartiers, faire un certain nombre de réunions publiques, là où ça pourra être utile. Dernière question, Christine. Voilà. Alors, vous avez été candidate en 2007, mais pourquoi on ne vous a pas vu davantage avec le candidat de 2012, à Vincennes notamment? Beaucoup de gens se sont étonnés que vous ne montiez pas sur la tribune et que vous ne parliez pas à ces gens qui vous attendaient. Pourquoi? Bon, écoutez, je crois que parce que je ne suis pas la candidate. Voilà. Mais enfin, donc, il y avait quand même... Parce qu'on vous a vu très brièvement avec François Hollande et tout le monde vous attendait à Rennes. Oui, je veux dire, dans un moment assez fugitif. Oui. Et vous étiez présente à Vincennes. Enfin, je veux dire, là, vous étiez là, mais vous ne vous êtes pas exprimée. Parce que ce qui est très important, c'est le lien qui est noué entre le candidat et le peuple. Donc, ce qui est important, oui, c'est que ce lien se noue et que nous soyons autour de lui dans le rassemblement. Merci Christine. Vous avez dit il y a un instant, Ségolène Royal, que vous étiez persuadée de la victoire, hein, mais il peut y avoir une surprise. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Il y a eu des surprises au premier tour. Il peut y en avoir, non, une au second, une remontée du président candidat. Vu les nouveaux arguments qu'il avance aujourd'hui, l'agitation qui est la sienne, je ne crois pas que les Français vont adhérer à ces stratégies de peur et de stress. Très bien. Alors, vous êtes imposé dans cette campagne, même sans vous afficher directement aussi souvent que certains militants le souhaitaient, donc aux côtés du candidat, Ségolène Royal. Alors qu'au début, il faut dire que la tentation de vous zapper, vous et votre souvenir de 2007, a saisi l'entourage de François Hollande, mais votre persévérance vous aurait conduit, d'après vos propres propos reproduits dans le Nouvel Observateur, à vous qualifier vous-même de femme la plus importante de la campagne. Bigre. Alors, Perrine Tarnaud arrive juste après ce reportage. On m'en fait dire des choses. On vous en fait dire. Vous allez pouvoir les confirmer, les affirmer, tout cela après le reportage de Tam Tranui. Qui fait courir ainsi les journalistes? Pour qui cette forêt de caméras et de micros? 5 ans après, Ségolène Royal, c'est encore la star de Solferino. Elle attire toujours autant les journalistes, les télés, les militants. Mais nouveauté pour 2012, elle sait aussi s'effacer. J'arrive. Et oui, cette année, les lumières se portent avant tout sur François Hollande. Peut-être n'a-t-il pas été facile de laisser la place, mais il faut le reconnaître, la candidate socialiste de 2007 est fair-play et en première ligne dans cette campagne. Pourtant, après les primaires socialistes, ce n'était pas gagné. J'ai eu l'impression qu'un certain nombre de gens, pas forcément François Hollande, avaient tendance à oublier un petit peu ce qui était dû à Ségolène Royal. Et malgré son échec terrible à la primaire, elle reste extrêmement populaire. Et je crois qu'elle est populaire parce que les socialistes et les gens de gauche ont vu qu'elle était totalement loyale. Ségolène Royal a aujourd'hui conquis sa place dans la campagne. Plus encore, elle s'en considère comme l'inspiratrice, sur le fond comme sur la forme. L'ordre juste, c'est elle. La sécurité plus un tabou à gauche, toujours elle. L'attention portée au quartier, encore elle. C'est aussi l'initiatrice des meetings en plein air.
Elle a initié cela notamment avec le grand rassemblement de Charletti entre les deux tours de la campagne de 2007. Ça a été repris par Arnaud Montebourg dans la campagne des primaires et c'est maintenant ce que pratique depuis plusieurs semaines François Hollande. Enfin, en même temps, ce ne sont pas non plus les meetings en plein air qui ont fait les scores. Et oui, même si la famille socialiste est rassemblée, l'héritage de Ségolène Royal est diversement apprécié. Reste que celle qu'on décrivait au PS comme imprévisible et incontrôlable s'est transformée en combattante pour la victoire commune, mais aussi pour elle-même. Elle se verrait bien présidente de l'Assemblée nationale. Alors Ségolène Royal au perchoir, au Palais Bourbon, certains l'y voient déjà, d'autres s'en irritent déjà. Vous répondrez aux uns et aux autres, Ségolène Royal, sur cette perspective personnelle. Bonsoir, Perrine Tarnaud. Bonsoir Ségolène Royal. Est-ce que vous avez eu la tentation, un moment, de vous effacer totalement de cette campagne présidentielle? Pas du tout. Pas du tout, non. Non, l'amertume de la défaite, par exemple, à les primaires, aurait pu vous décourager? Jamais? Vous n'avez jamais eu cette pensée? Oui, ça aurait pu me décourager, c'est vrai, parce que ce sont quand même des épreuves difficiles. Et en même temps, quand j'ai été zappée du film du Bourget, j'ai quand même dit un peu de vérité, un peu de respect, et les choses ont été rétablies. Et maintenant, peu importe, je veux dire, c'est bon, c'est rétabli, c'est l'essentiel. En tout cas, ce n'était pas le fait du candidat, je peux vous le dire. Ça vous a reboosté? J'ai pas besoin d'être boostée, je suis utile dans cette campagne. J'apporte tout ce que je peux apporter. Et d'ailleurs, si 2012 arrive, si nous gagnons 2012, ce que je pense, c'est peut-être parce qu'il y a eu aussi 2007 et qu'il y a eu ces étapes-là, peut-être aussi parce qu'il y a eu 2002. Donc c'est la construction d'une étape. Et c'est la volonté de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2007, par exemple. Il y a la volonté de ne pas répéter les mêmes erreurs et il y a surtout des chemins nouveaux et des voies ouvertes qui ont été posées, comme ça vient d'être dit dans votre reportage, et que d'ailleurs François Hollande assume totalement et reconnaît totalement dans ses interventions. Quelles sont les erreurs qui ont été corrigées? La désunion des socialistes. Donc, là, vous sentez effectivement que tout le monde est derrière le candidat et vous étiez un peu seul. Exactement. Bon, tout le monde le sait, donc ce n'est pas un tabou. Donc cette leçon a été tirée. François, d'ailleurs, il a dit lui-même dans une de ses interventions publiques, nous avons tiré la leçon de la division. Il l'a dit même à Rennes. Donc ça, c'est quand même un acquis très fort parce que c'est rassurant pour les gens de savoir que les socialistes sont rassemblés à leur service. Et au bout du compte, moi je suis une combattante politique et je crois profondément à ce que je dis. Et donc même s'il y a des épreuves à surmonter, le fait d'avoir des convictions fortes et le fait d'aider vraiment les socialistes à gagner pour que le pays connaisse une nouvelle espérance, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui fait de la politique depuis très longtemps et jamais je n'abandonne les combats qui sont justes. Dans un reportage paru hier soir dans le journal Le Monde, la journaliste Florence Aubenas vous décrit comme celle qui veut apparaître comme la plus généreuse des généreuses, la femme qui aide ceux qui ne l'ont pas aidée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Oui, c'est un très, très joli portrait d'ailleurs, qui est très juste, puisqu'elle a suivi, elle a observé. Oui, je donne cette idée de dépassement de soi, finalement, est juste. C'est juste, c'est un dépassement de soi, c'est parce que je considère que la cause que je défends est plus grande que nous et que l'importance ne sont pas les ambitions individuelles, c'est le combat collectif qui va permettre à celui d'entre nous qui a été désigné de gagner en notre nom à tous. Donc une fois qu'on a compris cela, finalement que celui qui peut l'emporter à gauche... Malgré peut-être de la nostalgie du temps où c'était vous, votre campagne? Oui, bien sûr, mais là on est dans le feu de l'action. On n'oublie rien. La vie est faite de souvenirs aussi et de méditation et de réflexion. Mais le combat politique, avec ce que ça demande d'exigence et d'engagement, heureusement, nous permet d'avancer et de donner le meilleur de soi-même. Est-ce que la victoire de François Hollande le 6 mai vous vengerez de la défaite de 2007 ? Je ne suis pas dans la vengeance. Je pense surtout que c'est une page historique nouvelle qui va s'ouvrir. Quoi qu'il arrive, il y aura de la joie qui sera totale. Il y aura de la joie, mais aussi de la gravité, parce que la France est quand même dans une situation très difficile et que les réformes devront venir rapidement dans un contexte financier extrêmement dur, extrêmement lourd, et que la soif à la fois de rassemblement et de justice nous permettra, je le pense vraiment, de réussir ensuite. Quand on est candidat à la présidentielle, il y a nécessairement une transfiguration qui s'opère. On fend l'armure, comme disait Lionel Jospin. Quelle transformation a opéré François Hollande ?
Je ne veux pas, moi, me livrer au constat ou aux commentaires comme ça sur les personnalités. Parce que c'est toujours un peu réducteur, je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est complexe, une identité humaine. Vous l'avez vu changer. Évoluer quand même, changer. Gagner, pas tellement. Non, il a été conforme à ce qu'il avait voulu, c'est-à-dire être un président normal. Il est resté dans son authenticité. Il n'y a pas quand même un rôle, un habit à endosser? Une gravité. Je ne vois pas d'où vient la gravité dont vous parliez tout à l'heure, par exemple. Non, c'est un mythe? Vous pensez que c'est un mythe? Le rôle, c'est pas une pièce de théâtre, vous voyez, la politique ou une élection présidentielle. Mais on est quand même porté par quelque chose de spécial. Ça dépend. Regardez, M. Sarkozy qui le soir va au Fouquet, c'est quand même des fautes majeures et qui montrent qu'il n'a pas forcément compris dès le départ les servitudes et la grandeur de la fonction. François Hollande n'a pas abandonné son humour dans les médias, à la tribune. Est-ce qu'on pourrait lui faire le reproche peut-être de montrer une certaine légèreté qui n'irait pas avec la présidence de la République demain s'il est élu? Au contraire, pense qu'on peut dire beaucoup. Il faut rester soi-même déjà. Et ça préserverait on n'a pas besoin d'être préservé. Mais par l'humour, on peut dire beaucoup de choses avec finesse en politique et justement les dire sans agressivité. Et donc on peut faire passer beaucoup de messages par l'humour. Il y a l'humour cinglant aussi. Ça arrive. Donc ça arrive. Vous n'avez pas envie de tirer votre chapeau quand même à Nicolas Sarkozy. Vous l'avez beaucoup critiqué depuis le début de cette émission, mais il continue de mener sa campagne tambour battant avec son volontarisme. Vous ne dites pas quand même là. Il fait le job. Il fait le job, mais il le fait de façon qui peut vous impressionner. Non, parce que sur le fond, je pense qu'il dérape. Vous voyez, il fait le job physiquement, mais ça c'est la moindre des choses. Il est dans un combat, c'est aussi quelque chose de passionnant à conduire. Mais sur le fond et sur les arguments, je trouve qu'il a dégradé ce moment essentiel de la rencontre d'une personnalité politique avec le peuple français. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Perrine. Une question de notre partenaire Orange TV Tchèque. Il y a beaucoup d'appels. Voilà. Une question de Neige de Grenoble. Sur TV Tchèque, je le rappelle, donc c'est une application sur votre téléphone. Merci Michel. Voilà, donc Neige de Grenoble qui vous demande, qui dit il faut un renouvellement de la classe politique. C'est impossible de voir aujourd'hui le retour de tous ces éléphants. Est-ce que Ségolène Royal, vous êtes d'accord pour limiter les mandats à 15 ans maximum, les mandats politiques? D'abord, je suis contre le cumul des mandats. Je suis d'ailleurs la seule politique à m'être appliqué ce principe à moi-même, puisque lorsque j'ai été élue présidente de région, je ne me suis pas représentée aux élections législatives. La limitation du cumul dans le temps. Dans le temps, c'est ça, c'est ce que vous 3 mandats, ça existe dans d'autres pays. Donc c'est dans le cadre de la moralisation de la vie politique et de la réforme des institutions que nous aurons en effet à examiner ce type d'action. En tout cas, les ministres ne pourront pas, ça François Hollande l'a dit, ne pourront pas cumuler avec un exécutif local. Donc ça déjà c'est très important. Et le salaire du président de la République sera baissé de 30%. Vous êtes toujours candidate à la présidence de l'Assemblée nationale? Je vous le dirai le moment venu, mais je n'ai jamais caché que c'était une perspective qui m'intéressait. Cela dit, il y a une... Quelle présidence vous avez envie d'exercer à la tête de l'Assemblée nationale? Ça, c'est un peu trop tôt. Ça, je vais absolument sur la rénovation du travail parlementaire. Il y a beaucoup de choses à faire sur la rénovation du travail parlementaire, par exemple, à faire. Et nous verrons cela après. Je reviendrai, vous m'inviterez à ce moment-là. On vous invitera, mais on sait que la fonction vous intéresse, le perchoir, ça vous obligerait à quitter votre région, alors. On verra, je ne veux pas en dire plus. Non, mais là, vous êtes prêt à oublier votre région que vous présidez? Je ne veux être ni hypocrite en ne vous répondant pas, donc je vous ai répondu clairement. Que vous êtes intéressé. Voilà, et je l'ai déjà dit. Oui, je le redis, ce serait hypocrite de dire le contraire. Vous ne pourrez pas cumuler le perchoir à l'Assemblée nationale et la présidence de la région. J'espère qu'il y aura une loi sur le non-cumul des mandats et que tout le monde, du coup, obéira. Passera sous la même toise, en quelque sorte. Perrine. Troisième mise en examen aujourd'hui de Ziad Takieddine dans l'affaire Karachi, cette fois pour blanchiment de fonds. L'affaire devient embarrassante, vous trouvez? C'est cette accumulation des affaires, bien sûr, elle devient embarrassante pour le pouvoir, puisque je crois qu'il a cité un certain nombre de responsables politiques de droite. Et c'est en effet avec ces mauvaises mœurs qu'il faudra rompre définitivement. Vous avez choqué en déclarant, mais vous n'avez pas été la seule ensuite, d'autres vous ont rejoint, Arnaud Montebourg notamment, en déclarant que Nicolas Sarkozy était candidat à sa réélection
pour préserver son immunité présidentielle. Vous le pensez? Vous pouvez le répéter? Écoutez, en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le projet de François Hollande, nous reviendrons sur l'immunité du président de la République, vous le savez, pour tous les délits de droit commun. Voilà. Et on sait qu'il y a beaucoup d'investigations de la justice qui sont proches de l'actuel président de la République. Que pensez-vous de la proposition de François Bayrou de soumettre à la majorité qualifiée des parlementaires la nomination du ministre de la Justice? Non, ça ne me paraît pas une très bonne idée. Il y a la composition d'un gouvernement qui doit se faire sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Et les choix doivent être judicieux, c'est-à-dire d'hommes et de femmes honnêtes et compétents. Dernière question avec TV Check Orange. Quand aurons-nous enfin une femme présidente de la République, demande Patrick. Est-ce qu'il est venu voter en 2007, Patrick? Peut-être une femme présidente de l'Assemblée nationale. Peut-être, mais pas forcément pour vous, il ne le dit pas. Voilà, ça arrivera un jour. Voilà. Ça aurait pu déjà arriver. Ça aurait pu arriver, voilà. Bon. Voilà. Il y aura d'autres candidats. Ce qui s'est passé, en plus, je crois que la France serait dans un autre état que celui d'aujourd'hui. Mais vous savez que ça va être dur quand même. Hein. À partir du 7 mai, la situation économique est ce qui s'est passé pendant 5 ans, en effet, ça s'est bien dégradé. Hein. Oui. Mais nous ne manquons pas de courage ni d'imagination. Très bien, ça sera utile. Et la chance aussi, hein, ça compte aussi. Merci, Perrine, merci. Ségolène Royal d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission de Preuve par 3. Bonsoir à tous et à très vite.